Imaginez un son qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez des films de guerre. Ce n'est pas le grondement héroïque d'un orchestre, ni même le crépitement rythmé des mitrailleuses, c'est le bruit de la boue qui aspire les bottes de milliers d'hommes marchant dans la même direction et un bourdonnement, aigu, irritant, celui de milliers de drones suspendus au-dessus de leur tête comme des vautours d'une nouvelle ère. Vous y êtes. Vous sentez ce froid qui vous pénètre jusqu'aux os, pas à cause de la température, mais par la conscience que votre vie vient d'être évaluée à un bout de papier et une poignée de roubles. Normalement, dans une guerre, ce sont les munitions qui s'épuisent en premier. C'est une vieille règle. La logistique craque, la poudre manque, les canons fondent. Mais ici, dans ce conflit, nous observons quelque chose que les historiens analyseront avec effroi pendant des siècles. La Russie n'est pas à court de munitions. La Russie est à court d'hommes. Et je ne parle pas de statistiques sur un écran d'ordinateur. Je parle d'êtres vivants, qui respirent et qui, depuis 4 ans, sont l'élément d'une stratégie si brutale dans sa simplicité qu'il est difficile de croire qu'elle est appliquée au XXIe siècle. Cette stratégie, c'est de jeter des corps sur la ligne de front. Mois après mois, le même cycle. Nouveaux contrats, nouvelles primes, promesses et des milliers de corps envoyés directement à l'abattoir. Honnêtement, quand je regarde ces rapports, je me demande si ces généraux voient encore des êtres humains dans ces soldats, ou juste une ressource renouvelable, comme le charbon ou le pétrole. Et qu'est-ce que la Russie a obtenu en échange de cette hécatombe? Eh bien, absolument rien. D'un côté, elle maintient à peine le territoire qu'elle occupait en entrant en 2024. De l'autre, les analystes de Deep State mentionnent qu'en 2025, la Russie n'a réussi à conquérir et à conserver que 72 centièmes de pourcent supplémentaires du territoire total de l'Ukraine. Vous comprenez ça? Moins d'1%, c'est tout. Tant de sang, tant de vies brisées, tant de veuves et d'orphelins pour une fraction de pourcentage d'une terre qui, de toute façon, est maintenant un paysage lunaire criblé de cratères. Et pourtant, sans la moindre honte, ils continuent de nourrir le hachoir à viande avec de nouveaux corps. Le problème, c'est que cette ressource commence à se tarir. Les hommes disparaissent à plus vite que les recruteurs ne peuvent les remplacer. Chaque mois, et écoutez bien, environ 30 000 soldats russes finissent morts, blessés ou définitivement hors de combat. Les chiffres exacts sont difficiles à établir, car le brouillard de la guerre est épais, et la propagande du Kremlin encore plus dense, mais le ministère britannique de la Défense a estimé, fin 2025, que la Russie avait probablement franchi la barre d'1 200 000 victimes sur le champ de bataille. 1 200 000, c'est plus que dans n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un chiffre qui devrait secouer n'importe quelle société, faire descendre les gens dans la rue, renverser des gouvernements. Et là-bas, le silence. Et après 4 ans de pertes broyantes, la Russie ne contrôle toujours qu'environ 12% du territoire ukrainien. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, estime que la Russie perd entre 20 000 et 25 000 soldats chaque mois. Pour mettre ça en perspective, parce que je sais que les grands nombres deviennent abstraits, c'est à peu près autant que ce que l'Union soviétique a perdu en Afghanistan en plus de 10 ans. Vous saisissez l'échelle? Ce qui a pris une décennie aux soviétiques et a contribué à la chute de l'Empire, la Russie de Poutine le brûle en un seul mois. Et récemment, les taux de pertes ont grimpé à des niveaux que cette guerre n'avait jamais connus. Les médias rapportent que rien qu'en décembre 2025, 35 000 soldats russes ont été éliminés. En novembre, c'était environ 30 000. En octobre, 26 000. Ça ne fait qu'augmenter, mois après mois, comme le graphique d'une entreprise macabre qui court à la faillite. En fait, au cours des 10 derniers mois, les pertes russes ont augmenté plus rapidement qu'à n'importe quel moment depuis le début de l'invasion en 2022. L'année 2025 s'est transformée en l'année la plus sanglante pour l'armée russe, avec près de 40% de nécrologie militaire, publiées en plus que l'année précédente. Vous voyez le tableau? Ce n'est pas une armée qui gagne. C'est une armée qui se saigne à blanc pour maintenir une illusion de puissance. Ici, il faut faire une pause. Je sais que ces chiffres sont écrasants, mais je veux que vous vous posiez une seule question, qui plane sur tout cela comme un nuage noir. Où se situe le point de rupture d'une société nourrie au mensonge? Regardez ça du point de vue de la pure psychologie du pouvoir. Le pouvoir absolu, tel qu'on le voit au Kremlin, a une caractéristique fascinante et terrifiante. Il isole le décideur de la réalité, mais en même temps, il lui donne les outils pour plier la réalité de millions de gens. Lorsqu'un dirigeant politique cesse de voir dans ses citoyens des individus avec des rêves, des familles et un avenir, et commence à n'y voir que le carburant du moteur de l'histoire, on entre dans la dimension la plus sombre de la politique. C'est le moment où la corruption ne concerne plus l'argent, mais la valeur même de la vie. Remarquez que dans les systèmes autoritaires, la mort n'est pas une tragédie, c'est une statistique que l'on peut gérer, cacher ou monétiser. C'est une leçon pour nous tous. La confiance envers l'État est le fondement de la civilisation.
Mais lorsque l'État rompt ce contrat et commence à dévorer ses propres enfants au nom d'ambition impériale, la société tombe dans une sorte de léthargie. C'est un mécanisme de défense. Les gens cessent de ressentir, parce que s'ils s'autorisaient à ressentir, ils devraient affronter le monstre qu'ils ont eux-mêmes nourri par leur passivité. L'indifférence est l'arme la plus puissante des dictateurs, plus forte que les chars. Pour en revenir à ce qui se passe sur le front, il ne s'agit pas seulement du nombre de morts, il s'agit de la manière dont ils meurent. Les analystes militaires ont remarqué quelque chose d'absolument terrifiant dans les statistiques russes. Dans la plupart des guerres modernes, on observe généralement 3 ou 4 soldats blessés pour chaque soldat tué. C'est la norme. La médecine de champ de bataille, l'évacuation rapide, la logistique, tout cela fait que les gens survivent assez longtemps pour être retirés du combat. Mais les soldats russes n'ont pas ce luxe. Des données qui ont fuité des registres internes russes et qui ont été analysées par des experts montrent qu'en 2025, de janvier à août, les forces russes ont enregistré environ 120 000 soldats tués ou portés disparus, contre environ 158 000 blessés. Cela nous donne un ratio d'environ 1 tué pour 1,3 blessé. C'est une catastrophe. C'est un niveau de médecine de l'époque, des guerres napoléoniennes, pas du XXIe siècle. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Tout cela est dû à la guerre des drones menée par l'Ukraine et à la façon dont elle a évolué pour devenir une zone de mort multicouche, active presque sans interruption. Ce ne sont plus des attaques isolées, c'est un réseau intégré. Drones de reconnaissance, drones d'assaut FPV, munitions rôdeuses et artillerie. Tout cela fonctionne ensemble comme un seul organisme. De petits drones de reconnaissance repèrent le moindre mouvement, que ce soit une colonne d'infanterie, un camion de ravitaillement, un véhicule d'évacuation ou un poste de commandement. Dès que quelque chose bouge, l'information est transmise instantanément. Les drones FPV entrent en action pour frapper immédiatement, tandis que l'artillerie et les tirs de type HIMARS sont ajustés pour couvrir les voies de fuite environnantes. Si l'infanterie est touchée, plusieurs autres drones restent en vol stationnaire à proximité, attendant les équipes d'évacuation. Quand celles-ci arrivent, elles sont également touchées. C'est un piège sans issue. C'est pourquoi tant de soldats russes blessés ne quittent jamais le champ de bataille. Ils meurent là où ils sont tombés, souvent pendant des heures, dans la boue, en regardant un ciel rempli d'yeux électroniques. Cela explique aussi l'échelle monumentale de la production de drones en Ukraine. En 2022, l'Ukraine importait encore la plupart de ces machines. En 2023, la production nationale a bondi à des centaines de milliers. En 2024, les chiffres officiels et les rapports de l'industrie parlèrent d'une production de plus de 2 millions de drones par an. C'est plus que ce que produisent de nombreux pays de l'OTAN réunis. Les estimations de l'année dernière approchaient les 4 millions par an. Et en 2026, les prévisions suggèrent que l'Ukraine pourrait dépasser les 7 millions de drones par an. Pensez-y. Si un drone rate sa cible ou est abattu, il y en a déjà une multitude d'autres dans la zone. La même cible est suivie, frappée encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée. Même si un soldat russe survit et parvient à rentrer, le système médical russe sur le terrain est tout aussi défaillant que sa stratégie militaire. Des médecins mal formés, des stocks limités et des plans d'évacuation médiocres signifient que des blessures qui devraient être traitables deviennent souvent mortelles. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissez à ce que vous venez d'entendre sur la technologie et la peur. Une machine peut-elle avoir une conscience ? Cette question nous mène à une réflexion profonde sur la nature du champ de bataille contemporain. Autrefois, la guerre, malgré toute sa cruauté, impliquait un certain élément de contact humain. On voyait les yeux de l'adversaire, ou du moins on savait qu'il y avait de l'autre côté un homme qui avait peur, lui aussi. Aujourd'hui, nous assistons à une dépersonnalisation de la mort à l'échelle industrielle. L'opérateur de drone est assis dans un bunker sécurisé, à des kilomètres de sa cible, regardant un écran. Pour lui, la mort de l'ennemi, ce sont des pixels qui disparaissent dans un éclair de lumière. De l'autre côté, pour le soldat dans la tranchée, la menace est impersonnelle, omniprésente et implacable. Cela engendre un nouveau type de traumatisme psychologique, le sentiment d'être du gibier, traqué par une intelligence non humaine. Dans le contexte politique, cette technologie redéfinit la notion de force. Ce n'est plus seulement le courage ou la robustesse physique qui compte. Ce qui compte, c'est l'innovation, l'adaptation et le calcul froid. C'est une leçon terrifiante sur la manière dont la technologie, créée pour nous faciliter la vie, peut être transformée en un outil de domination absolue, où la peur est transmise en temps réel. Revenons à Moscou. Le mépris russe pour la vie n'est pas vraiment un secret. Nous l'avons vu des milliers de fois. Moscou continue d'insister sur le fait qu'elle a suffisamment d'hommes pour atteindre ses objectifs. Mais la réalité crie le contraire. Bientôt, la seule option qui restera à Poutine sera une autre mobilisation de masse. Et cela pourrait être l'étincelle qui allume la mèche d'une guerre civile. Vous vous souvenez de la dernière fois ? En novembre 2022,
Poutine a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Et ça a été un fiasco spectaculaire. L'opposition sociale seule était déjà assez grave. Mais le pire fut la rapidité avec laquelle les recrues ont découvert à quel point l'armée russe était devenue pourrie. Ils n'ont reçu quasiment aucune formation. Les fusils étaient rares, des reliques rouillées sorties des entrepôts. Les gilets pare-balles étaient encore plus rares. Certains hommes sont arrivés sur le front en apprenant encore à charger leurs armes. Il est vite devenu évident que la Russie ne rappelait pas des réservistes expérimentés. C'était plutôt comme attraper des gens au hasard dans la rue. De plus, presque immédiatement, des centaines de milliers d'hommes en âge de servir ont fui la Russie. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays. Et malgré tout cela, en seulement 5 semaines, 300 000 hommes ont été traités et poussés vers des rôles de combat. Cet unique incident a suffi pour que Poutine réalise qu'enrôler un grand nombre de civils en uniforme d'un seul coup comportait un risque politique majeur. Alors, au lieu de répéter cette erreur, le Kremlin a opté pour une stratégie plus silencieuse, plus insidieuse. Au lieu d'une conscription de masse, Moscou a misé sur d'autres moyens de gratter les fonds de tiroir. De 2023 à 2025, la méthode privilégiée était le recrutement contre des roubles. Les hommes qui se sont portés volontaires n'étaient pas des patriotes, se précipitant pour défendre la patrie. Ils étaient pauvres, endettés, sans emploi ou désespérés. C'étaient des gens pour qui une somme d'argent forfaitaire signifiait la survie, le remboursement d'un prêt, l'échappatoire à un huissier. En échange d'une signature, on leur offrait d'énormes primes, de l'argent immédiat et la promesse de prestations pour leur famille. Mais en réalité, c'était simplement de l'argent en échange de leur vie. Au début, l'argent attirait effectivement les gens. Dans de nombreuses régions, une seule prime valait plus qu'un an de salaire local, parfois même plus. Mais fin 2025, le portefeuille de la Russie a commencé à s'amincir. Les revenus du pétrole ont chuté et les dépenses de guerre ont continué de grimper. Les budgets fédéraux et régionaux se sont retrouvés sous une pression considérable. Certaines régions ont déjà réduit leurs paiements, car les dépenses élevées, et continues, mettaient les budgets à rude épreuve et n'attiraient pas toujours suffisamment de recrues. Le Tatarstan, qui payait autrefois des fortunes, a dû réduire ses tarifs. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas seulement le désespoir financier d'un État, mais quelque chose de bien plus profond. Réfléchissez. Quel est le prix d'une âme humaine quand le système vous accule au pied du mur ? On parle ici d'une manipulation au niveau existentiel. Quand un État pousse ses citoyens à l'extrême pauvreté, puis leur offre la seule porte de sortie qui mène à travers un champ de mines, ce n'est pas un choix. C'est une contrainte économique déguisée en patriotisme. Cela nous en dit long sur la nature de l'esclavage moderne. Vous n'avez pas besoin de chaînes si vous avez des dettes. Il suffit de créer un système où une vie digne est impossible sans se vendre soi-même. C'est une stratégie cynique jusqu'à la moelle. Utiliser les échecs de sa propre politique économique comme outil de recrutement. La pauvreté devient une ressource militaire. Plus les gens vivent de mal dans la Russie provinciale, plus il est facile de les envoyer en Ukraine. C'est une boucle dont il est difficile de s'échapper. Et pour nous tous, un avertissement. La liberté économique est inextricablement liée à la liberté personnelle. Quand vous perdez l'une, l'autre devient une marchandise à vendre. Pour en revenir à la machine de guerre, la mobilisation n'est pas le seul pipeline qui alimente le conflit. Chaque année, la Russie appelle des conscrits 2 fois, au printemps et à l'automne. Sur le papier, c'est un service de routine en temps de paix. Les jeunes hommes de 18 à 27 ans sont appelés pour 1 an. Officiellement, ils ne sont pas censés combattre à l'étranger. Ils doivent garder des bases, s'occuper de la logistique. Mais en réalité, alors que la guerre s'éternisait et que les pertes augmentaient, ces cycles de conscription sont devenus un tapis roulant permanent. De nouveaux lots de jeunes hommes entrèrent dans le système tous les 6 mois, et beaucoup d'entre eux ne restaient pas longtemps à l'écart de la guerre. La Russie a commencé à redéfinir ce que, à l'intérieur de la Russie, signifiait. Après l'annexion illégale de régions comme Donetsk ou Luhansk, Moscou a prétendu que ces zones étaient désormais territoires russes. Du point de vue du Kremlin, y envoyer des conscrits ne comptait plus comme un déploiement à l'étranger. Plus simplement encore, on a commencé à forcer les conscrits à signer des contrats. Écoutez, c'est le moment où la bureaucratie devient un outil de terreur. De nombreux rapports indépendants et témoignages de familles de soldats montrent clairement que de nombreux conscrits ont été pressés, intimidés ou trompés pour signer ces contrats. À un moment donné, les médias russes ont même rapporté qu'un gang criminel était recruté pour kidnapper des hommes et les forcer à s'enrôler sous la menace. Pire encore, bien que les autorités aient annoncé la fin de la mobilisation en septembre 2022, Poutine n'a jamais signé le décret y mettant fin officiellement. C'est un piège juridique. La porte est ouverte, mais dans un seul sens. Pendant les 2 premières années, les discours de guerre et le battage patriotique fonctionnaient encore.
Mais fin 2023, les groupes de défense des droits de l'homme ont commencé à remarquer que les volontaires avaient pour la plupart disparu. Quiconque voulait vraiment se battre s'était déjà engagé. Il ne restait que les désespérés financiers. En plus des grosses primes, le Kremlin a commencé à offrir des annulations de dettes significatives. Poutine a signé une loi qui effaçait jusqu'à 10 millions de roubles, soit environ 95 000 $, de dettes personnelles si quelqu'un s'engageait et servait au moins 1 an en Ukraine. Ce système vise directement les gens qui ont un huissier sur le dos. La perspective d'effacer ce fardeau était devenue une motivation puissante. Les autorités offraient également des prêts hypothécaires à bateau, des terrains gratuits, des places prioritaires dans les écoles pour les enfants. Sur le papier, le Kremlin offrait un package social complet en échange de l'homme de la maison. De nombreuses recrues y voyaient le ticket de leur famille pour sortir de la pauvreté. S'ils survivaient, ils reviendraient avec de l'argent. Mais cela arrivait rarement, la plupart ne sont jamais revenus. Et ce qu'il y a de plus inhumain, c'est ce qui se passe après leur mort. Dans de nombreux cas, les familles n'ont jamais reçu la compensation promise, car les officiers enregistraient délibérément les morts comme des déserteurs. Sur le papier, cela effaçait l'obligation de l'État de payer. Les familles perdaient un mari, un père, un fils, puis étaient trompées par le même système qui les avait envoyés à la mort. C'est pourquoi, dans certaines régions, la colère ne s'est jamais vraiment éteinte. Malgré la perte de plus d'1 200 000 soldats, Moscou s'est fixé un autre objectif ambitieux, 409 000 recrues pour la seule année 2026. Et ces soldats ne viennent pas pour construire une armée plus grande, ils ne font que boucher les trous. Quand le recrutement s'est tari, les tactiques sont devenues plus sombres. L'une des astuces courantes est maintenant l'offre d'emploi de type appât et substitution. Les recruteurs publient de fausses offres d'emploi civils pour des chauffeurs, des gardes de sécurité, des ouvriers du bâtiment sur des portails populaires, promettant un bon salaire et aucun combat sur le front. Les hommes sans méfiance qui postulaient étaient invités à un entretien pour se retrouver dans un bureau de recrutement militaire. Parfois, même la police et les tribunaux sont utilisés comme outils de recrutement. On a signalé des cas de fabrication de petites accusations criminelles ou de placement de drogue, puis l'offre d'abandonner l'affaire en échange d'un engagement. Signe le contrat ou un sachet de drogue atterrira dans ta poche et tu iras en prison. Sous une telle pression, les gens signent. Vous vous souvenez d'Evgeny Prigojine et du groupe Wagner ? Ils vidaient les prisons, ils promettaient la liberté pour avoir survécu 6 mois. Ce système a officiellement pris fin après la rébellion de Prigojine, mais le ministère de la Défense l'a simplement repris et l'a rendu encore pire. Maintenant, ils recrutent des suspects qui n'ont même pas encore été jugés. Ils acceptent des personnes atteintes du VIH, de l'hépatite. Si tu respires, tu es apte à mourir pour la Russie. Ils se tournent vers les étrangers. Cubains, Syriens, Nord-Coréens. Mais même ces mesures désespérées pourraient ne pas suffire. Poutine a déjà annoncé des rassemblements militaires spéciaux pour les réservistes en 2026. Officiellement, c'est pour l'entraînement. Mais tout le monde sait ce que cela signifie. C'est pour libérer les troupes régulières de la garde des infrastructures, pour les pousser dans le hachoir à viande. Avant d'arriver à la fin, posons-nous une dernière question. Quand le système dévore tout ce qu'il a sous la main, qui peut se sentir en sécurité ? C'est une leçon sur le totalitarisme qui nous échappe souvent. On pense que, si l'on reste silencieux, si l'on est obéissant, le système nous épargnera. Mais la vérité, c'est qu'un régime en état de guerre est comme un incendie. Il a besoin de carburant constant. Quand il n'y aura plus de prisonniers, ils viendront chercher les endettés. Quand il n'y aura plus d'endettés, ils viendront chercher les chômeurs. Quand il n'y aura plus de chômeurs, ils viendront chercher les étudiants. Et à la fin, ils viendront chercher les loyalistes. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous dans le même jeu, juste à différentes étapes du processus pour devenir une ressource. Comprendre ce mécanisme est le premier pas vers la résistance, mais en Russie, ce pas semble encore trop difficile à franchir pour la majorité. La peur paralyse la logique. Les gens préfèrent croire à un mensonge porteur d'espoir qu'à une vérité qui exige une action. Alors, quelle est la suite ? Si la puissance de feu ukrainienne se maintient ou augmente, la Russie se dirige vers un avenir bien plus sombre. Augmenter le recrutement à ce stade pourrait signifier se tourner vers la seule option que Poutine a tenté d'éviter pendant 4 ans, une mobilisation de masse nationale qui frapperait enfin la classe moyenne urbaine. À Moscou et à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, cela fournirait des hommes, mais cela entraînerait aussi un risque politique énorme. Des familles en colère, des gens fuyant le pays, des protestations là où le pouvoir peut les voir. Poutine le comprend parfaitement, c'est pourquoi chaque alternative est épuisée en premier. Mais on ne peut étirer un système que jusqu'à un certain point avant que quelque chose ne finisse par céder. Nous assistons à l'effondrement non seulement d'une armée, mais d'une certaine illusion sociale. Ces événements exposent la vérité brutale sur la nature humaine et sur les sociétés vivant dans l'ombre d'une dictature.
Nous voyons avec quelle facilité l'horreur peut être normalisée, à quelle vitesse l'inacceptable devient le quotidien. C'est un avertissement pour nous tous. La liberté et le respect de la vie ne sont pas acquis une fois pour toutes. Ils doivent être protégés chaque jour, car l'histoire montre qu'il suffit de quelques années de propagande et de peur pour faire régresser une civilisation au niveau de la barbarie, où un homme vaut moins que le drone qu'il observe. Ne restez pas indifférent à ce que vous voyez, car l'indifférence est le sol sur lequel poussent de tels systèmes.